Internet, YouTube, Dailymotion, Facebook, regardez où nous en sommes. Maintenant, tous les films et les logiciels de création du monde sont en notre portée, dans n'importe quelle version et n'importe quelle langue. Tant de choses qui nous permettent de nous divertir et même de divertir les autres. De nos jours, être un créateur se fait du bout des doigts, sur un clavier. On fait de la musique dans des séquenceurs, on coupe des bouts de film d'une seule pression de touche et on met en ligne gratuitement, avec tout un tas de conditions qu'on n'a jamais lues, nos créations de tout type. Si une telle révolution de la scène amateur profite surtout aux débutants qui ont l'ambition de faire de leur nom une institution, les stars déjà établies sur de telles plateformes y ont vu un moyen de se rendre plus accessibles, notamment en communiquant leur boîte mail à tout bout de champ, mais surtout en y affichant des bribes de leur passé, que ce soit des vidéos honteuses de leurs enfances ou de vieux morceaux de hip-hop enregistrés avec du matos des années 90. Les personnalités du web mettent une partie d'eux-mêmes sur Internet. Mais enfin tout ça ne serait pas important si je ne vous parlais pas de lui. James Rolfe, la VGN, le nerd, ou tout simplement celui-là qui a fait comme le joueur du grenier mais 5 ans avant. Le 6 avril 2013, il met sur YouTube une vidéo intitulée Sneaks 20th Anniversary Introduction où il nous invite à venir nous rendre chaque semaine sur son site internet cinémasacre.com afin de regarder un épisode d'une saga de courts-métrages qu'il a réalisé de 1993 à 1998, intitulé The Six Sneaks Flicks. J'ai découvert cette vidéo en 2015. Tous ces films étaient donc déjà sortis. J'ai cliqué sur le premier, et là ça y est. J'étais amoureux. Alors Sneaks, c'est pas compliqué. C'est l'histoire de Jim, un mioche comme les autres qui, pendant des années, est poursuivi par Sneaks, un ancien sorcier mort au XVIIe siècle, qui s'est réincarné dans un masque à plumes. Voilà, c'est ça le pitch. Il y a plein de trucs plus intéressants à raconter derrière. Déjà, le premier et le deuxième ont été totalement improvisés. C'est qu'à partir du troisième que James s'est dit « Ah mais merde, faudrait peut-être que j'écrive un foutu script ». Et c'est en écrivant ce script qu'il a trouvé tellement d'idées qu'au lieu de faire un troisième Sneaks, il en a fait 4. Putain, 4. Il y en a, ils sont tellement précoces que tu déprimes rien qu'en te comparant à eux. Mais je vous ai toujours pas dit le meilleur. Chacun de ces films a été remonté pour durer moins longtemps. James en a supprimé toutes les scènes inutiles et a même rajouté des effets qu'il pouvait pas faire à l'époque. Parce que oui, sa petite exalogie, le James il avait monté sur VHS. Sur VHS, sans déconner. Cette espèce de technologie primitive à la con. Cette méthode de stockage somme toute archaïque qui fascine pourtant les gens d'aujourd'hui plus que ceux d'hier. Première expérience avec une VHS, alors attends, faut que je réfléchisse. J'étais petit, je devais avoir 9 ou 10 ans, et c'était avec Ninja Kid, je crois, à l'époque. Un film qui m'a marqué et que l'on regardait avec ma sœur. Et pendant les 2 années suivantes, on a eu à Noël, parce que ça sortait là, c'était pas innocent, on a eu le 2 et le 3. Alors ma première expérience avec une VHS, je pense que c'est au tout début des magnétoscopes. Chez moi, il n'y a jamais eu de lecteur VHS, donc j'allais chez des copains voir des premières VHS qui coûtaient super cher à l'époque. C'était l'équivalent de mieux que le Blu-ray aujourd'hui, quoi. Donc du coup, ma première expérience, je pense que c'est un James Bond. Et du coup, je suis devenu fan de suite de James Bond, et ça m'a permis de voir tous les James Bond, des plus vieux aux plus neufs. Ma première expérience avec une VHS, c'était quand j'étais petite, les dessins animés. J'avais tous les Disney en cassette, c'était vraiment le truc. Et mon premier Disney, je peux pas te le dire, mais voilà, c'était vraiment les dessins animés, tout ça. Chaque film Sneaks ressemble beaucoup au précédent. De prime abord parce que tout est tourné sur caméscope, sauf que quand on creuse un peu ce merdier, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Déjà, on remarque que le réalisateur choisit mieux ses plans, il positionne la caméra pour filmer ses personnages, non pas de profil, comme dans les 2 premiers, ni de face, mais de 3/4. Il fait des plongées, des contre-plongées, des plans généraux, il bosse toujours plus sur son montage. Dans Sneaks 1 et 2, il montait pas. Il filmait et puis il arrêtait d'enregistrer pile quand le plan était censé finir. C'est que dans Sneaks Again, le 3e, qu'il a eu l'idée de brancher 2 magnétoscopes ensemble, mettre la cassette avec toutes les prises dans l'un et une cassette vierge dans l'autre. Et n'enregistrer que les prises bonnes sur la cassette vierge. Comme ça, avec sa télécommande, il coupait au moment exact où il voulait que ça s'arrête. Quand j'entends ça, je me sens tout de suite mieux avec mon Sony Vegas.
Et dire qu'il y a des gars, tout fiers de leur éloge du kitsch, ils t'avancent comme ça de but en blanc que la VHS c'est mieux que le numérique. Ça, c'est bien un discours de branleur. Je voudrais bien les y voir, là, tous les bobos rétro, à couper à la main une pellicule de 16 mm pour la recoller au bon endroit. Non mais à quel moment on se dit « Ouais, le numérique c'est bien pratique, et moi ce que je kiffe c'est galérer comme un blaireau à appuyer sur la touche rewind de mon magnéto pour effacer mes prises ratées. » Personne dit ça. Je connaissais pas ce phénomène là, des rétros, voilà, du rétro, je connaissais pas. J'avais déjà vu des films, donc je suis assez fan des films série B, série Z. Enfin, moi, j'aime beaucoup tout ce cinéma un petit peu alternatif, et donc du coup, j'ai vu quelques films sans savoir que ce phénomène avait une ampleur aussi importante aujourd'hui. Pas du tout. Ça, à part peut-être un peu ta chaîne, enfin un peu ton univers, on va dire, parce que je vois quelques rapports, on va dire, avec le rétro, mais sinon, pas vraiment, non. Oui, je le suis par Arte, moi, en fait. Arte est vachement penché sur ça. Ils ont fait les films, par exemple, les Nanarscope, avec tous les gros nanars, et ça touche dans les années 80, 90, mais surtout 80, et du coup, oui, je suis ça. Non, c'est très très bien. C'est pas rétrograde du tout, parce que ce serait rétrograde si y avait des gens qui se considéraient comme des héritiers des années 80 et qui feraient de la merde avec des formats des années 80, avec des propos débiles et faux sur les années 80, mais pour le moment j'en décèle pas, j'en ai pas vu. Donc non, ce serait rétrograde juste pour ça. Mais dans le principe, partager quelque chose d'une époque qu'on adore, surtout les années 80, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est comme les années 50. Il y a des choses vachement bien qui sont nées dans les années 50 et que je prends plaisir à découvrir et que mes enfants, j'espère, grâce à Internet, découvriront de n'importe quelle époque. On s'en fiche. Franchement, j'aime beaucoup... personnellement, j'aime beaucoup les années 80 et je trouve ça très subversif, très très intelligent, très très judicieux. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je dirais que je pense que c'est plutôt bien et c'est plutôt normal, parce qu'en fait, je pense que chaque génération est nostalgique de quelque chose. La mienne a été sûrement nostalgique de plein de choses, et du coup, je pense que ça cultive la nostalgie. Et du coup, alors si on ne vit pas que dans la nostalgie, c'est intéressant. Ni l'un ni l'autre, c'est positif. Je pense que maintenant, à une époque moderne comme la nôtre, on tourne vite en rond, on ressort tout le temps les mêmes idées, que ce soit en film, en jeu, photo, peu importe le sujet d'ailleurs. Et retourner à s'intéresser à ce qui s'est fait dans le passé pour repomper des idées, ouais, pas mal. Après, tant que ce n'est pas que de la grosse pompe pour nous le sortir maintenant au cinéma, ouais. Je pense pas que ce soit rétrograde. Enfin, de toute façon, la mode se répète, donc que ce soit vestimentairement parlant ou pour d'autres choses, ça se répète, donc c'est naturel, on va dire. Après, le retour peut-être vraiment réutiliser les cassettes, je sais pas, mais c'est pas choquant, quoi. Je suis dingue de ces films. Tellement dingue que je les ai regardés à la suite une fois par semaine pendant 1 an. Je les aime, bordel. Je sais pas pourquoi, mais cette image de bande magnétique niquée, ça me gêne pas. Bon, ça aussi, ça a ses limites. Quand l'image coupe net sur de la neige filaire 2 fois en 20 minutes, ça fait chier. Enfin bon, voilà. Le flou, les lignes de brouillage, tout ça, c'est pas ce qui me préoccupe. N'empêche que lui, ça devait bien l'emmerder. Je sais pas ce qu'il aurait donné pour avoir ma caméra, le James. Après, de là à me comparer à ces malades de la VHS, faut pas exagérer. On tolère un support défaillant, mais on le glorifie pas. Vous savez, il y a toute une mode qui a découlé de cette imagerie old school. Il y a même des rappeurs qui mettent des faux brouillages magnétiques sur tous leurs clips. Mais Sneaks, ça va au-delà de ça. C'est pas juste un trip moche, c'est une vraie aventure humaine. C'est l'histoire d'un môme qui a sorti ses tripes et qui crevait tellement d'envie de faire des films qu'il a chopé la caméra de son daron et il s'est lancé à corps perdu dans une saga de fous qui hybride les genres comme une espèce de réalisateur de la nouvelle vague sous stéroïdes, quoi. Et malgré son petit âge, il en a eu de la patience. Tenez, pour Sneaks 4, il a mis 10 mois à terminer le tournage. 10 mois pendant lesquels ses acteurs étaient jamais libres en même temps. Ça fait réfléchir quand même. Il y a un peu de guerrier en James Rolfe. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Ils voient que les couleurs qui bavent, les sauts de pellicule et les bugs de vitesse qui font de l'hélium sur le son. Comme ces gens-là me saoulent. Je suis ivre de Sneaks.
comme ils sont ivres de nostalgie. Là par contre, c'est vraiment trop. Pourquoi? Mais justement, encore une fois, pour retour à la question précédente, parce qu'en manque d'imagination, on ne sait plus trop quoi faire. Et le côté old school aussi, c'est une époque où tout se passait bien. Maintenant, c'est difficile sur bien des points, et du coup, ça rassure. Ça permet de se rassurer. Ça fascine parce que on est jaloux aujourd'hui, je pense, pour ceux qui sont intéressés par les années 80. Je pense que, en fait, on est tous un peu une bande de jaloux de nos parents d'avoir vécu cette époque. Et quand nos parents nous parlent des années 80, on arrive, nous, sans les avoir connus, à avoir une énorme nostalgie. Parce que je suis désolé, L'Arme Fatale, ce sera toujours aussi bien que n'importe quel film de Michael Bay. Ce sera même largement meilleur. Je pense que c'est des gens qui sont en recherche artistique, avant tout. Autant qu'un musicien peut l'être, il peut être fan de blues et du coup il va aller chercher le son qui l'intéresse et du coup peut-être ce sera un son très roots, très blues Mississippi avec quelque chose de beaucoup plus authentique qu'un son de guitare aujourd'hui. Donc du coup moi ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des gens qui se fascinent pour ce look années 80. Comme d'autres ont pu être fascinés. Moi, par exemple, un cinéma que j'ai voulu peut-être représenter à une époque, j'étais fan de cinéma des années 50. Je ne suis pas du tout de cette génération-là. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéressait, à une époque, ça a été de retrouver les couleurs qu'il pouvait y avoir dans les films des années 50, l'atmosphère, etc. Et du coup, un de mes premiers courts-métrages a été aussi de refaire une bande-annonce de films des années 50, alors que je ne les ai pas vécus. Donc, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que ta génération, ou enfin en tout cas toi et d'autres, soient fascinés par ce phénomène années 80, puisque moi-même j'ai été fasciné par des choses beaucoup plus antérieures. Donc du coup, oui, je pense que c'est sain. Parce que c'est peut-être un style qui change un peu, c'est un peu différent, ça peut-être leur rappelle certains souvenirs, une certaine nostalgie. Et peut-être que c'est un peu différent quand même au niveau du matériel, etc., de comment ça se crée, etc. La création elle est différente et du coup ça peut être vraiment intéressant, je pense. Le pire, c'est qu'on verra jamais un Sneaks au cinéma. Genre même pas séance de minuit et tout, non, rien. C'est chiant, parce qu'au final, ça lui aura demandé autant d'efforts qu'à n'importe quel réalisateur. Il fait face aux mêmes imprévus et aux mêmes soucis techniques que les super productions hollywoodiennes. Et d'ailleurs, ces films ne sont pas si différents des films mainstream. Tenez, des phrases de méchants récurrentes, il y en a. Des courses-poursuites, il y en a. Des bastons sur fond de musique épique, il y en a. Non, je le redis, je vois pas pourquoi les films amateurs sont toujours le dernier wagon du train cinématographique. Franchement, à part la finesse de l'image, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait dire aux Langues de Vipère que ça mérite pas d'être diffusé devant une audience ? Vraiment, ça m'échappe. Moi, Sneaks, il me captive autant qu'un Willow ou un Predator. Bon après, c'est le fruit d'un travail adolescent, c'est pas non plus le Nirvana de la défouraille. Il y a des soucis de dialogue. Ça cause pas comme quand c'est Peter Jackson qui copie un roman. Puis l'utilisation de flashbacks sert souvent à faire du remplissage, comme quand je volais les poupées de ma sœur avant de pisser sur les lunettes des WC du premier étage. Même, des fois, il y a des soucis de continuité. Par exemple, il est où le temple de Xyns ? D'ailleurs, pourquoi cet individu se nomme-t-il ainsi ? Pile poil l'inverse du nom de Sneaks. Je relève tout ça et ça m'interpelle à chaque fois que je les regarde. Mais les plus gros films de Los Angeles ont aussi ce genre de trou d'écriture, et pourtant, je les regarde. Ouais, je les regarde. Est-ce que les films amateurs sont des vrais films ? Oui. Oui, parce que un film, c'est quoi ? C'est des images, c'est du son qu'on projette, qu'on essaie de voir à plusieurs. Donc du coup, ça devient un film. Après, qu'est-ce qui va différencier un film amateur d'un film professionnel ? Mis à part l'argent, moi j'ai déjà vu des films professionnels que j'ai jugés totalement nazes et des films amateurs qui m'ont ébloui. Donc du coup, pour moi, que ce soit amateur ou professionnel, si on parle de cinéma, c'est du cinéma. Après, tant qu'il y a du plaisir, je dirais que ça reste de l'art. Voilà. Oui, je pense qu'on a plus d'idées et de créativité, surtout quand on n'a pas les moyens, que quand on a les gros moyens et qu'on se contente de faire un remake, un reboot pour surtout pas trop se casser et faire de l'argent. Je pense que l'amateur, il y a de quoi faire. Après, c'est pas assez mis en avant. Il me semble qu'il y avait eu un projet de loi lancé
à la base par M. Besson, comme quoi les cinémas devaient obligatoirement passer des films amateurs ou des courts-métrages, on n'en a toujours pas. Et je trouve ça dommage. Après, on verra bien. Contre sont les gens qui disent que les films amateurs ne sont pas des vrais films. Parce que le film amateur, obligatoirement entre guillemets, pour ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens au début, on passe tous par là. Et je fais du film amateur, et tu fais du film amateur. Et on sait tous les deux que faire du film amateur, c'est un échauffement au début pour se permettre de faire plus tard du vrai cinéma, mais au final, le film amateur, c'est avec un certain recul, avec un certain regard, un vrai film, avec du vrai contenu. Et quand je vois par exemple nos premières productions, quand on travaillait ensemble à l'époque, je me dis que les films amateurs pouvaient non seulement être considérés comme un vrai film, mais nos films pouvaient être considérés comme des bons films amateurs. Alors si on va dire qu'on parle de films avec vraiment, j'allais dire pas à la Wall Again, enfin tu vois, vraiment avec un début, une fin ouverte ou pas, genre, je m'en fous, c'est vraiment un truc avec un générique, etc. Et travailler, oui, je pense qu'on peut considérer ça comme des vrais films, parce que, comme je te l'avais dit, c'est parfois pour moi des films amateurs ou des courts-métrages réalisés un peu chez soi, c'est parfois plus pertinent, c'est un message vraiment plus important et plus direct que sur certains autres films où tu comprends pas tout, tu t'es un peu perdu, à la fin tu te dis... Voilà, franchement, ouais, je pense qu'on peut considérer ça comme des vrais films. Sneaks, c'est plus que ce petit plaisir coupable exclusif, quoi. C'est pas juste un joint que tu te roules dans le dos pour triper 5 minutes, quoi. Y a comme un mode de vie qui s'en dégage, une philosophie. On a ce James qui a enchaîné les productions chaotiques dans des conditions au mieux précaires et qui a bouclé 2 trilogies de manière frontale, sans jamais lâcher sa télécommande de montage. C'est admirable, un gamin comme ça. C'est même pas de la persévérance, c'est de la passion brute. On est là à choisir des modèles insurpassables, genre les Truffaut ou les Spielberg. Mais lui là, c'est clairement lui qu'il faut suivre. Ce petit gars qui a rien laissé tomber, qui a fait des effets spéciaux sans argent et qui s'est accroché à son rêve comme le feu derrière une comète. Après avoir vu Sneaks, j'avais plus envie d'être passif. D'ailleurs, on devrait tous faire comme le petit James. On devrait tous faire des Sneaks. Sneaks, c'est pas un délire obscur d'amateur trop à fond dans sa propre tête. Non, c'est l'étendard de la génération des faiseurs. Ceux qui vont mettre le futur en marche. Ceux qui vont manger la terre entière. Sneaks, c'est pas non plus que du cinéma. C'est un mec qui s'est lancé. C'est un mec qui s'est levé pour donner naissance à ses aspirations. L'histoire, elle a été construite par des James. Les révolutions, elles ont été menées par des James. Et je veux faire mon Sneaks. Un jour, il y aura des Sneaks qui remporteront des Oscars. Parce que partout, il y a des James. Partout, il y a des trilogies de monstres à plumes qui se créent. Je crois en ces James. Je crois en ces Sneaks. Et je crois en ce monstre de mes rêves. J'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi pas, ouais, ça pourrait être une expérience intéressante, enrichissante, ouais, ça pourrait être sympa. Oui, j'ai déjà fait du film en VHS. Et si au jour d'aujourd'hui, j'avais un projet qui me demandait de retrouver cette ambiance-là, ça ne me dérangerait pas du tout d'aller chercher un format VHS. Si je fais un film sur VHS un jour, c'est en étant beaucoup plus renseigné, beaucoup plus au point sur le sujet. Et je pense surtout que ça dépendra de l'histoire. Parce que si on me confie, je sais pas moi, L'Arme Fatale, Returns, Résurgence, To the Beginning, c'est sûr que je le ferai sur VHS. Mais c'est sûr, c'est obligatoire. Si mais je vais pas faire je sais pas moi, un film au hasard sur VHS quoi. C'est un truc qui se travaille. C'est un truc pour passionnés. Et moi là je suis un peu trop consommateur. Donc je peux pas trop m'exprimer on va dire. Ouais, je trouve l'idée super fun. Après, il faut voir. Je pense que beaucoup de gens ont encore leur lecteur VHS, mais je pense que l'idée est sympa, dans un style un peu 80, voire carrément très rétro, on s'en moque. Il y a pas, ou futuriste d'ailleurs, mais ouais, je pense que ça serait un truc assez cool. Le format est pas cher, et puis c'est sympa, c'est un objet. Ce qui me manque par rapport au VHS, voilà,
sur les DVD, les Blu-ray modernes, c'est que tu as une micro-boîte avec 2 pauvres photos derrière, une explication. Autrefois, tu avais un objet, le VHS. Et je sais pas, je le collectionnais autrement que maintenant le Blu-ray. Voilà. If you don't fight the current and flow with it instead,